Bonsoir, chers auditeurs. Si vous écoutez ma voix, c'est que le jour s'éclipsait pour laisser place à la tranquillité de la nuit. Le monde s'endort doucement, et avec lui, les bruits de l'agitation quotidienne s'estompent, laissant votre esprit libre de dériver. Ce soir, nous ne voyagerons pas à travers l'histoire avec la hâte d'un touriste pressé. Non, nous allons plutôt nous glisser, avec la lenteur et la patience des sables du temps, dans une époque lointaine, une ère de vastes steppes, de chevaux rapides et d'un empire qui a fait trembler les fondations de l'Europe. Notre voyage commence par un nom qui a été à la fois un cri de guerre et un murmure de peur à travers les siècles. Attila, le chef des Huns. Laissez-moi vous inviter à vous installer confortablement. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Laissez votre corps s'abandonner au matelas et votre respiration devenir plus profonde, plus régulière. Chaque inspiration est une porte qui s'ouvre sur le passé et chaque expiration, une vague qui emporte le stress de la journée. Nous ne cherchons pas à mémoriser des dates ou des batailles ce soir. Nous cherchons simplement à nous immerger dans le flux de l'histoire, à sentir le vent de la steppe sur nos visages, à entendre le galop des chevaux au loin, à comprendre, au-delà des mythes, l'homme qui se cachait derrière le nom d'Attila. Nous allons explorer son monde, le monde d'un peuple nomade qui a transformé une fédération de tribus en une machine de guerre imparable. L'histoire d'Attila est inextricablement liée à celle de son peuple, les Huns. Qui étaient-ils, ces cavaliers qui semblaient surgir de nulle part, comme un nuage de poussière sur l'horizon, pour disparaître aussi rapidement? Les sources antiques, principalement romaines, nous les décrivent avec une peur palpable. On les qualifie de barbares, de créatures à peine humaines, de démons de l'Est. Mais derrière ces descriptions dramatiques se cache un peuple doté d'une culture riche et d'une organisation sociale sophistiquée, bien que très différente de celle de leurs contemporains romains. Ils vivaient en symbiose avec leurs chevaux, et la selle était pour eux un second foyer. Les Huns ne connaissaient pas les villes fortifiées, ni les lourds monuments de pierre. Leur richesse n'était pas des palais, mais des troupeaux et la liberté du mouvement. C'est cette liberté, cette capacité à se déplacer rapidement et à frapper sans préavis qui a fait leur force et leur a permis de dominer un territoire immense. Dans les chapitres qui suivront, nous allons déconstruire la légende d'Attila pour découvrir l'homme, le chef, le diplomate. Nous allons explorer son enfance, une enfance passée dans l'ombre de son oncle, le puissant Ruga. Nous suivrons son ascension au pouvoir, une ascension qui n'a pas été sans embûches. Nous étudierons ses campagnes militaires, depuis les plaines de l'Est jusqu'aux portes de Rome. Mais nous ne nous arrêterons pas au champ de bataille. Nous irons aussi dans les coulisses du pouvoir, dans sa cour, où se côtoyaient conseillers, ambassadeurs et poètes, et où se forgeaient des stratégies qui allaient remodeler la carte de l'Europe. Nous allons nous attarder sur les détails de la vie quotidienne de son peuple, sur leurs coutumes, leurs croyances, leurs arts. Nous chercherons à comprendre les relations complexes qu'ils entretenaient avec les empires voisins, l'Empire romain d'Orient à Constantinople et l'Empire romain d'Occident à Ravenne et plus tard à Rome. Ces relations étaient un mélange subtil de guerre, de diplomatie et d'échanges avec des tribus alliées, des mercenaires et des tribus. Le nom d'Attila est synonyme de destruction, de fléau de Dieu. Mais n'est-ce pas souvent l'histoire qui est écrite par les vainqueurs? Les Romains, qui ont tant souffert de ces incursions, ont laissé une image de lui qui est peut-être incomplète. Ce soir, nous allons tenter de dépasser cette perspective et de nous demander « Et si Attila n'était pas un simple destructeur? Et s'il avait été unificateur, un chef visionnaire, cherchant à créer un empire durable pour son peuple ?» C'est ce que nous allons essayer de comprendre, en nous plongeant dans les fragments de l'histoire qui nous sont parvenus. Nous allons reconstituer les pièces de ce puzzle historique avec une infinie douceur pour vous permettre de vous abandonner à l'histoire. Les faits sont là, mais c'est à nous, en les racontant avec calme, de leur redonner vie sans l'urgence du jour. Notre voyage est une invitation au sommeil, un cheminement à travers le passé qui vous prépare à la quiétude de la nuit. Nous allons parcourir les siècles, non pas pour chercher la violence ou le tumulte, mais pour trouver la trame de l'histoire humaine.
L'histoire d'Attila est une histoire de pouvoir, de survie, de diplomatie et de destin. Elle est le reflet d'une époque de grands bouleversements, où de nouvelles puissances émergeaient et où d'anciennes s'effondraient. En vous laissant bercer par ces récits, votre esprit pourra se détendre et se laisser porter, comme une feuille sur l'eau. Les images que nous allons créer ensemble ne sont pas destinées à vous tenir éveillés, mais à peupler vos rêves, à les enrichir de la sagesse des temps passés. L'histoire est une berceuse pour l'esprit, et ce soir, Attila le Hun en est notre conteur. Alors que vous vous enfoncez un peu plus profondément dans le silence de la nuit, nous allons nous transporter loin dans le temps et dans l'espace vers les vastes étendues herbeuses d'Asie centrale, le berceau d'un peuple qui allait façonner l'histoire de l'Europe. Pour comprendre Attila, il nous faut d'abord comprendre les Huns, son peuple. Imaginez un horizon infini, où la seule chose qui brise la ligne de l'horizon est un ciel immense et les troupeaux de chevaux qui courent librement. C'est dans ce décor à la fois majestueux et impitoyable que les Huns ont appris à vivre. Ce n'étaient pas des bâtisseurs de cités de pierre, mais des nomades, des cavaliers qui vivaient en totale harmonie avec la nature et surtout avec leurs chevaux. Le cheval n'était pas seulement un moyen de transport pour eux, il était un ami, un outil de travail, une arme et une extension d'eux-mêmes. Les Huns passaient la majeure partie de leur vie à cheval. Ils mangeaient, dormaient, se battaient et parcouraient des distances incroyables depuis leur selle. Cette capacité à se déplacer rapidement et à couvrir de vastes territoires était la clé de leur survie et plus tard de leur domination. Leur mode de vie nomade les rendait insaisissables. Les armées romaines, lourdes et organisées, étaient entraînées pour des batailles rangées sur des terrains connus. Face aux Huns, elles se retrouvaient souvent désemparées, comme des chasseurs à pied face à un nuage de flèches qui semble surgir de nulle part. Les Huns étaient passés maîtres dans l'art de la guerre asymétrique. Ils fondaient sur l'ennemi en une nuée de flèches, puis disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux la confusion et le chaos. Mais d'où venaient-ils exactement? C'est une question qui a intrigué les historiens pendant des siècles. Leurs origines sont enveloppées de mystères mêlant archéologie et légende. Certains historiens pensent qu'ils étaient des descendants des peuples Xiongnu, un peuple puissant qui a dominé l'Asie centrale pendant des siècles et qui a souvent menacé la Chine impériale. On sait que les Huns ont commencé leur migration vers l'ouest au cours du IVe siècle. On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être à cause de changements climatiques, de conflits avec d'autres tribus nomades, ou de la simple nécessité de trouver de nouvelles terres pour leurs troupeaux. Cette migration a été un mouvement de population massif, qui a eu un effet domino sur tous les peuples qu'ils ont croisés sur leur chemin. Leur première rencontre avec l'Empire romain n'était pas toujours des conflits. Au début, les Huns étaient parfois des alliés, voire des mercenaires. L'Empire romain, dans sa complexité, savait qu'il pouvait utiliser ses guerriers redoutables à son avantage. Il servait souvent de troupes auxiliaires pour l'Empire, combattant d'autres tribus germaniques ou des peuples rebelles à la solde des Romains. Mais cette relation était fragile. Les Huns ne connaissaient pas la loyauté des traités ou des frontières gravées dans le marbre. Leur allégeance était conditionnelle et opportuniste. Leur culture était riche, mais nous n'en connaissons que des fragments. Les Huns n'avaient pas d'écriture. L'histoire de leur peuple a été transmise de bouche à oreille, par des chants, des légendes et des récits, une tradition orale qui se perd dans la nuit des temps. Notre connaissance des Huns vient principalement des écrits de leurs ennemis, les Romains, qui naturellement les dépeignaient comme des barbares sauvages. Mais en creusant un peu, on découvre des indices d'une société complexe. Ils étaient organisés en tribus, chacune dirigée par un chef, mais tous se regroupaient sous l'autorité d'un chef suprême, un roi ou khan, qui détenait un pouvoir immense. C'est dans ce contexte que nous devons situer l'enfance d'Attila, une enfance qui a sans doute été façonnée par les valeurs de ce peuple, l'endurance, l'honneur, le sens du combat et l'amour de la liberté. Imaginez un enfant Hun, chevauchant à peine après avoir appris à marcher, maniant un arc court avec une dextérité étonnante dès son plus jeune âge. Il vivait dans une yourte,
une tente de feutre facilement transportable, qui était le centre de la vie familiale. Autour de lui, il y avait l'odeur du feu, des chevaux et le son des conversations des aînés qui racontaient les exploits passés de leur peuple. C'est dans cet environnement que les jeunes garçons Huns apprenaient le respect des traditions, l'art du tir à l'arc depuis leur selle et la survie dans des conditions extrêmes. C'est dans ce monde, enraciné dans l'héritage nomade, que la légende d'Attila le Hun a commencé à prendre forme. Dans cet univers de plaines balayées par le vent et de ciels infinis, les Huns apprenaient à observer la nature, à anticiper les changements de temps et à naviguer par les étoiles. Ces compétences n'étaient pas seulement utiles pour la survie, elles étaient la base de leur stratégie militaire. Leurs attaques surprises, souvent menées dans la brume du matin ou sous le couvert de la nuit, étaient le résultat d'une connaissance profonde de leur environnement et d'un entraînement sans relâche. Ils ne se contentaient pas de combattre, ils vivaient le combat. Alors que nous nous laissons aller, bercés par le murmure des temps anciens, nous pouvons visualiser ces scènes lointaines. Un campement Hun au crépuscule, les feux de camp scintillent comme des étoiles tombées sur la terre, les chevaux broutent tranquillement et le silence de la steppe s'installe, brisé seulement par le chant d'un barde racontant les exploits d'un ancêtre. C'est un monde qui n'existe plus, mais dont l'écho résonne encore dans les pages de l'histoire. Nous continuons notre voyage à travers le temps, nous glissant désormais dans le sillage de l'un des personnages les plus intrigants de l'Antiquité tardive. Tandis que la steppe s'assoupit derrière nous, nous nous approchons d'un jeune homme qui ne se doute pas encore qu'il est destiné à devenir le fléau de l'Europe. Nous parlons bien sûr d'Attila. Pour comprendre son ascension, il faut d'abord connaître son environnement familial et la complexité des successions chez les Huns. En l'absence de règles dynastiques écrites et formelles, le pouvoir était souvent une affaire de force et de ruse. C'est dans ce contexte que la figure de son oncle, Ruga, prend toute son importance. Ruga était un chef puissant, l'un des premiers à avoir réussi à fédérer les différentes tribus uniques sous une seule autorité. Son règne fut une période de consolidation et d'expansion, un véritable âge d'or pour les Huns, qui commencèrent à exercer une pression significative sur les frontières de l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople. C'est sous la tutelle de Ruga qu'Attila a sans doute appris l'art de la guerre, la diplomatie et surtout l'art de commander des hommes. On peut imaginer le jeune Attila, déjà doté d'une intelligence vive et d'une ambition féroce, observant son oncle, écoutant les ambassadeurs romains venus avec leurs sacs d'or et comprenant peu à peu que le pouvoir ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi par l'intimidation et la négociation. Au sein de la cour de Ruga, Attila n'était pas seul. Il avait un frère, Bleda. Les deux frères grandirent ensemble, partageant probablement les mêmes leçons de combat, les mêmes idéaux de grandeur. Cependant, leur relation était complexe. Les sources romaines, bien que partiales, nous dépeignent souvent une rivalité tacite, voire ouverte, entre les deux frères. Les Huns n'avaient pas de règles de primogéniture strictes et il était courant que le pouvoir soit partagé, ce qui pouvait créer des tensions. À la mort de Ruga en 434, Attila et Bleda héritent conjointement du trône, devenant les co-dirigeants de l'Empire Hun. Ils étaient alors à la tête d'un vaste territoire et d'une armée redoutable. Leur première action en tant que souverain fut de négocier un traité avec l'Empire romain d'Orient. Ce traité, connu sous le nom de traité de Margus, a été une étape clé dans l'histoire des Hun. Non seulement il a doublé le tribut que les Romains devaient payer aux Hun, mais il a également permis aux Hun de s'attaquer à d'autres tribus barbares qui vivaient à l'intérieur des frontières romaines. Les Romains, à cette époque, étaient déjà affaiblis, et leur seule option semblait être d'acheter la paix. Cette situation a renforcé la conviction d'Attila et de Bleda que la force et la menace de l'utiliser étaient le meilleur moyen de se faire respecter. Mais leur co-règne fut de courte durée. En 445, Bleda mourut dans des circonstances mystérieuses. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'Attila est responsable de sa mort, ce qui lui permit de devenir le seul et unique chef de l'Empire Hun. Que ce soit un meurtre prémédité ou une élimination opportuniste, cet événement marqua un tournant.
À partir de ce moment, il n'y avait plus de rivalité, plus de division du pouvoir. Attila était désormais le maître absolu, et il était libre de poursuivre ses propres ambitions. C'est à ce moment précis que le nom d'Attila a commencé à résonner avec un sens de puissance et d'inéluctabilité. L'accès d'Attila au pouvoir absolu n'était pas seulement une affaire de force, c'était aussi une affaire de légitimité. Pour un peuple nomade, la légitimité d'un chef venait de ses victoires, de sa capacité à enrichir son peuple et à étendre son pouvoir. En éliminant son frère et en s'imposant comme le seul chef, Attila a prouvé qu'il était le plus fort, le plus apte à diriger. Il a réussi à fédérer non seulement les Huns, mais aussi de nombreuses autres tribus barbares, comme les Ostrogoths et les Gépides, qui ont prêté allégeance à son autorité. Son armée est devenue une coalition de peuples, tous unis par la promesse de butin et de gloire. Alors que nous nous laissons glisser vers le sommeil, nous pouvons visualiser cette scène. Un jeune homme, Attila, qui a su saisir le pouvoir au moment opportun. Un homme qui a transformé la mort de son frère en une occasion de consolider son règne. Sa silhouette se dessine dans les brumes de l'histoire, non plus comme un simple chef de tribu, mais comme le leader d'une puissance montante. Un homme qui a su faire de la peur des autres son plus grand atout. Le monde antique s'apprête à trembler, car Attila est désormais seul aux commandes. Maintenant qu'Attila règne seul, nous allons nous pencher sur la façon dont il a transformé l'héritage de son oncle en un véritable empire. L'ascension d'Attila n'a pas été instantanée, mais elle a été méticuleusement préparée. Une fois Bleda écarté, il n'y avait plus de frein à son ambition. Les premières années de son règne unique sont une période d'intense consolidation et d'expansion. Attila, en tant que chef incontesté, a su rallier à sa cause les différentes tribus uniques, mais également de nombreux autres peuples barbares qui vivaient aux frontières de l'Empire romain, tels que les Goths, les Gépides et les Hérules. Ces peuples, souvent soumis ou alliés par la force, ont formé une gigantesque coalition qui est devenue la machine de guerre la plus puissante d'Europe. Imaginez une armée colossale, une armée de toutes les nations, parlant des langues différentes, mais unie sous la bannière d'un seul homme. Le ciment de cette alliance n'était pas l'idéologie, mais le butin et la peur. Attila était un chef charismatique, mais aussi un chef impitoyable. Il récompensait la loyauté et la bravoure, mais n'hésitait pas à punir la trahison de la manière la plus cruelle. Sa réputation le précédait, et pour beaucoup de peuples, s'allier à lui était une question de survie, pas un choix. Les premières campagnes d'Attila se concentrèrent principalement sur l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople. La raison était simple. L'Empire d'Orient était plus riche et plus vulnérable que l'Empire d'Occident, qui luttait déjà contre ses propres problèmes internes. Attila a commencé par dénoncer le traité de Margus, arguant que les Romains l'avaient violé en n'honorant pas leur paiement et en s'en prenant à des tribus uniques. C'était un prétexte parfait pour déclencher une série d'invasions dévastatrices. En 441, Attila franchit le Danube, la frontière naturelle entre le territoire hun et l'Empire d'Orient. Il pille plusieurs villes dans la région des Balkans. Les villes tombaient les unes après les autres. Leurs habitants étaient massacrés ou réduits en esclavage, leurs richesses emportées. Les Romains, désorganisés et surpris, n'étaient pas en mesure d'offrir une résistance sérieuse. L'empereur Théodose II, qui régnait à Constantinople, ne put que réagir en augmentant le tribut qu'il payait à Attila pour que les attaques cessent. Mais Attila ne s'est pas arrêté là. En 447, il lance une nouvelle campagne, encore plus violente que la précédente. Son armée se déplace à une vitesse incroyable, laissant derrière elle une traînée de destruction. Les Huns déferlent à travers les Balkans et la Grèce, menaçant même Constantinople. Les sources de l'époque nous décrivent la panique qui a saisi la population de la capitale. Les murs de la ville, récemment renforcés, tenaient bon, mais Attila a campé à proximité, faisant pression sur l'empereur. Face à cette menace, Théodose II n'a pas eu d'autre choix que d'accepter des conditions encore plus humiliantes. Il a dû non seulement augmenter le tribut annuel de manière exorbitante, mais il a aussi dû céder une grande partie de son territoire au sud du Danube. L'Empire romain d'Orient était à genoux. Ces victoires ont fait d'Attila un chef de guerre légendaire,
Sa réputation s'étendait de l'Asie centrale jusqu'aux rives de la Méditerranée. Il était craint par les empereurs, mais également admiré par de nombreux guerriers qui voyaient en lui un modèle de puissance et de réussite. Il était plus qu'un simple chef de tribu. Il était le souverain d'un empire qui s'étendait de l'Oural à l'actuelle Allemagne. Pendant que vous vous préparez pour un sommeil réparateur, imaginez le son lointain du galop des chevaux, un son qui a fait trembler la terre il y a si longtemps. Visualisez les feux de camp des armées uniques sous un ciel étoilé, un spectacle à la fois terrifiant et fascinant. Attila a forgé son empire par le feu et le fer, mais il a aussi montré qu'il était un maître de la diplomatie et de la guerre psychologique. Il a utilisé la peur comme une arme et a su exploiter la faiblesse de ses ennemis. Son succès n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une ambition féroce et d'une intelligence aiguisée. Notre récit s'éloigne maintenant des steppes pour se rapprocher du cœur de l'Europe, là où les deux moitiés de l'Empire romain luttaient pour leur survie. Alors que l'Empire d'Orient, avec sa capitale Constantinople, avait été contraint d'acheter la paix à grands frais, l'Empire d'Occident, bien que géographiquement plus proche des Huns, n'avait pas encore subi le choc de la fureur d'Attila. Les relations entre Attila et l'Empire d'Occident étaient complexes, un mélange de diplomatie tendue et de menaces voilées. Le personnage central de cette période n'était pas l'empereur, un faible souverain du nom de Valentinien Truès, mais son chef militaire, le général romain Aetius. Aetius et Attila se connaissaient bien. En tant qu'otage dans sa jeunesse, Aetius avait passé du temps à la cour des Huns, apprenant leurs coutumes, leur langue et développant même une forme de respect pour ce peuple. Cette relation unique a permis à Aetius de maintenir une paix fragile avec les Huns pendant de nombreuses années. Il a su les utiliser à son avantage, les employant comme mercenaires contre d'autres tribus barbares. Cette entente, ou du moins cette prudence mutuelle, a permis à l'Empire d'Occident de respirer un peu plus longtemps que son homologue oriental. Mais cette période de calme était vouée à s'achever. Plusieurs raisons expliquent le tournant brutal de la politique d'Attila. Tout d'abord, les richesses de l'Empire d'Orient étaient épuisées. Le tribut versé à Attila était devenu insoutenable, et les campagnes dans les Balkans avaient atteint leurs limites. La Gaule, l'actuelle France, avec ses riches cités et ses terres fertiles, représentait une nouvelle cible, pleine de promesses. Deuxièmement, un événement personnel a catalysé le conflit. Honoria, la sœur de l'empereur Valentinien Truès, envoyée en exil pour une histoire d'amour scandaleuse, a envoyé une bague à Attila, lui demandant de la délivrer de son exil. Attila a interprété ce geste comme une demande en mariage, exigeant comme dot la moitié de l'Empire romain d'Occident. Bien sûr, l'empereur a refusé. Ce fut l'excuse parfaite. En 451, Attila rassemble une armée colossale, composée de Huns et de leurs nombreux alliés barbares, et franchit le Rhin. Son objectif principal était la Gaule. La légende, ou du moins ce que les sources nous en disent, veut que son armée ait été si immense qu'elle ne pouvait être comptée. Les Huns se déversent sur la Gaule, pillant et détruisant tout sur leur passage. De nombreuses villes comme Metz sont rasées, et la terreur s'empare de toute la province. Aetius, le général romain, savait qu'il ne pourrait pas affronter Attila seul. Il avait besoin d'alliés, et l'alliance qu'il a forgée est l'une des plus célèbres et des plus surprenantes de l'histoire. Il a convaincu les Wisigoths, un puissant peuple germanique qui avait établi un royaume dans le sud-ouest de la Gaule, de se joindre à lui. Le roi wisigoth, Théodoric Hier, comprenait que si Attila réussissait, son propre royaume serait la prochaine cible. Les deux ennemis d'hier, les Romains et les Wisigoths, se sont donc alliés pour faire face à l'ennemi commun. Pendant que vous vous préparez à dériver vers un sommeil profond, imaginez la tension qui régnait dans l'air à cette époque. Les destins de l'Empire romain, des peuples germaniques et des Huns étaient sur le point de se heurter dans un affrontement titanesque. Deux hommes, Aetius et Attila, se connaissant et se respectant, étaient sur le point de se faire face sur le champ de bataille, et le sort de l'Europe pendait dans la balance. Le bruit des sabots qui se rapprochent, le vent qui souffle sur les vastes plaines, tout cela s'est tu dans la nuit des temps, mais l'écho de ce moment crucial résonne encore. Alors que l'Europe retient son souffle,
nous nous trouvons désormais en l'an 451, sur les vastes plaines de la Gaule, qui deviendront plus tard les célèbres champs cataloniques. Cet endroit, dont l'emplacement exact reste un mystère pour les historiens, est sur le point de devenir le théâtre de l'une des batailles les plus décisives et les plus sanglantes de l'histoire antique. Après avoir pillé et saccagé de nombreuses cités, Attila se dirigeait vers Orléans, une ville stratégique qu'il voulait absolument prendre. Mais il était poursuivi par l'armée d'Aetius, le général romain, et de son allié, le roi wisigoth Théodoric Ier. Les Huns et leurs alliés se sont arrêtés sur ces plaines, prêts à l'affrontement. Imaginez la scène. D'un côté, une immense coalition dirigée par Attila, des guerriers Huns, cavaliers rapides et redoutables, aux côtés de nombreux peuples germaniques qui avaient été soumis par la force ou la persuasion. De l'autre côté, une alliance hétéroclite, mais tout aussi déterminée, menée par Aetius et Théodoric. Les Romains, avec leurs légions disciplinées, et les Wisigoths, des guerriers féroces, se tenaient côte à côte. La bataille qui s'ensuivit est un véritable chaos. Les sources de l'époque nous parlent d'une mêlée gigantesque, d'un affrontement si violent que le sang aurait coulé comme une rivière. Les Huns, avec leurs attaques de cavalerie rapide, se sont heurtés à la puissance et à la discipline de l'infanterie romaine et à la férocité des guerriers Wisigoths. Au plus fort de la bataille, un événement tragique se produit. Le roi Théodoric est tué. Il est frappé par une lance alors qu'il mène ses hommes au combat. Sa mort aurait pu faire basculer la bataille en faveur d'Attila, mais au lieu de cela, elle a galvanisé les Wisigoths. Son fils, Torismond, prend la tête de ses troupes, ivres de vengeance, et les mène avec une fureur redoublée. Les Huns sont repoussés, et Attila est contraint de se retrancher dans son camp, qui est entouré de chariots en cercle, une tactique défensive typique des peuples nomades. C'est ce qu'on appelle une lager. La bataille n'a pas eu de vainqueur clair. Attila a subi de lourdes pertes, et son armée était trop affaiblie pour continuer l'assaut. Aetius, quant à lui, avait aussi perdu beaucoup d'hommes, et il savait qu'une victoire totale sur Attila aurait rendu les Wisigoths, ses alliés, trop puissants. Il a donc pris une décision stratégique. Il a persuadé Torismond, le nouveau roi wisigoth, de rentrer chez lui pour consolider son pouvoir. C'est une manœuvre de politique intelligente, car elle permet à Aetius de maintenir un certain équilibre des pouvoirs, tout en affaiblissant la menace unique. Attila, voyant ses ennemis se disperser, est reparti vers le Danube, sa puissance affaiblie, mais pas brisée. Les champs cataloniques ne furent donc pas une défaite écrasante pour Attila, mais ils marquèrent la fin de son avancée en Gaule. C'était la première fois qu'il était confronté à une résistance aussi unie et aussi déterminée. Et cela a prouvé que même le fléau de Dieu pouvait être arrêté. La bataille a un impact majeur sur l'histoire de l'Europe. Sans cette alliance, la Gaule aurait pu devenir une province unique, ce qui aurait complètement changé le destin de ce qui deviendrait la France. Alors que la lumière de la lune commence à se faire plus douce, nous pouvons réfléchir à l'ironie de cette bataille. Aetius, l'ancien otage des Huns, s'est retrouvé à défendre l'Empire romain contre son ancien hôte. C'est un rappel que dans le grand tableau de l'histoire, les alliances sont fragiles et les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés de demain. L'écho des cris de bataille s'est éteint il y a longtemps, mais leur importance n'a pas diminué. Vous pouvez maintenant vous laisser bercer par l'image de ces vastes plaines où le destin de l'Europe a été écrit une nuit sombre. Tandis que le souvenir des champs cataloniques s'estompe doucement dans votre esprit, Attila, en 452, a tourné son regard vers une nouvelle cible, l'Italie. Après son échec relatif en Gaule, il était impensable pour lui de rentrer chez lui les mains vides. Les richesses de l'Italie, le cœur même de l'Empire romain d'Occident, étaient trop tentantes. De plus, il avait encore à régler le compte de la non-remise de la dot d'Honoria. Pour Attila, ce n'était pas seulement une question de butin, c'était aussi une question d'honneur et de prestige. Son invasion de l'Italie fut foudroyante. Il a d'abord assiégé et pris la riche ville d'Aquilée, une des plus grandes cités du nord de l'Italie. Le siège fut long et difficile, mais une fois la ville tombée, Attila se vengea de la résistance acharnée de ses habitants en rasant la ville, au point que l'on disait plus tard
que les animaux de la ferme se méfiaient de l'endroit. C'est à ce moment-là que la légende d'Attila, le fléau de Dieu, a pris tout son sens. Sa réputation le précédait et la panique s'est emparée du peuple italien. De nombreuses villes comme Milan et Padoue se sont rendues sans combattre, espérant ainsi épargner la vie de leurs habitants. Le chemin d'Attila semblait mener directement à Rome. La cité éternelle, qui avait dominé le monde pendant des siècles, était à la merci d'un chef barbare venu des steppes lointaines. L'empereur Valentinien Tours avait fui la capitale, la laissant sans défense. Mais un homme s'est levé pour l'affronter, un homme qui n'avait pas d'armée, mais une autorité morale immense, le pape Léonier. C'est ici que l'histoire se mêle à la légende. En l'an 452, une délégation menée par le pape Léonier et 2 hauts dignitaires romains est sortie de Rome et est allée à la rencontre d'Attila dans son campement, près de la ville de Mantoue. L'objectif était de le persuader d'épargner Rome. Nous n'avons pas de compte-rendu précis de cette rencontre. Les sources nous disent que la rencontre a été courte et que, étonnamment, Attila a accepté de rebrousser chemin. Mais pourquoi? Les historiens se posent encore la question. Plusieurs théories existent. La première, la plus romantique et la plus largement diffusée par l'Église, est que le pape, par la force de sa parole et la sainteté de sa personne, aurait persuadé Attila. Les sources hagiographiques racontent même qu'Attila aurait vu les fantômes des apôtres Pierre et Paul se tenant derrière le pape, le menaçant s'il n'obéissait pas. Bien que cette histoire soit belle, elle est probablement une invention de l'Église pour glorifier son rôle. Une autre théorie, plus pragmatique, est que Attila a été influencé par ses propres conseillers. Ces derniers auraient pu lui rappeler que la prise d'une ville aussi vaste que Rome serait un fardeau, avec les risques de maladie et de rébellion que cela impliquerait. De plus, la ville était déjà appauvrie, et les richesses qu'il aurait pu y trouver n'auraient peut-être pas justifié les risques. Enfin, une dernière théorie, encore plus plausible, est que Attila avait des préoccupations dans ses propres territoires. Il avait laissé derrière lui un empire fragile, une coalition de peuples qui pouvaient se retourner contre lui en son absence. De plus, son armée, après des mois de pillage et de campagne, était peut-être affaiblie par la famine et les maladies qui sévissaient dans la péninsule italienne. Il n'a pas laissé de traces écrites de sa décision et nous ne saurons jamais la vérité avec certitude. Mais une chose est sûre, Attila est reparti sans prendre Rome. Il a épargné la cité et par ce simple acte, il a paradoxalement contribué à la montée en puissance de l'autorité morale des papes. Alors que vous dérivez doucement, laissez-vous bercer par l'image de cette rencontre improbable. Le chef barbare, le plus grand guerrier de son temps, face à un homme de foi sans armes. C'est l'histoire d'un moment où la diplomatie et la peur ont triomphé de la violence pure. C'est un rappel que l'histoire est pleine de tournants inattendus, de moments où le sort du monde a été décidé non pas sur le champ de bataille, mais par des mots. Maintenant que le bruit des batailles s'est estompé et que la menace d'une Rome détruite s'est éloignée, nous allons doucement nous glisser dans un autre aspect de la vie d'Attila, son quotidien. Loin des champs de bataille, il y avait la cour, le cœur de son empire nomade. C'est ici, dans sa yourte somptueuse, que se déroulaient les affaires de l'État, que se prenaient les décisions et que l'on pouvait apercevoir un autre visage du redoutable chef Hun. Les informations sur la cour d'Attila nous viennent principalement d'un ambassadeur romain, un certain Priscus de Panium, qui a voyagé jusqu'à son campement en 448 et a laissé une description fascinante de ce qu'il a vu et entendu. La cour d'Attila n'était pas une ville de marbre et de pierre, mais un gigantesque campement en bois entouré d'une palissade. Au centre se trouvait la demeure d'Attila, une immense yourte faite de bois poli et ornée de tapis et de tentures. À l'intérieur, les invités étaient reçus avec faste. Priscus nous raconte avoir été invité à un banquet royal où il a observé Attila de près. Le chef Hun n'était pas l'homme sauvage et barbare que la propagande romaine décrivait. C'était un homme de taille moyenne, musclé, avec un regard perçant et une dignité royale. Tandis que ses invités buvaient dans des coupes d'or et d'argent, Attila, lui, buvait dans une simple coupe de bois. Alors que les plats des invités étaient servis sur des plateaux d'argent,
Attila mangeait sur un simple plateau de bois. Son humilité dans la richesse contrastait avec l'opulence de sa cour, mais cela dégageait une autorité immense. La vie quotidienne à la cour n'était pas seulement faite de banquets, c'était un centre de pouvoir. Des ambassadeurs de l'Empire romain d'Orient et d'Occident venaient régulièrement pour négocier des traités, payer des tributs ou supplier Attila d'épargner leur cité. Les peuples soumis, comme les Gépides et les Ostrogoths, envoyaient leurs chefs pour rendre hommage à leur suzerain. C'était un lieu d'échange, de rencontre, où les destins de nombreuses nations se jouaient autour du feu de camp d'un homme. La culture unique, telle que décrite par Priscus, était riche en rituels et en traditions. Leurs banquets étaient animés par des bardes et des conteurs qui chantaient les exploits des ancêtres et les batailles récentes. Ils célébraient les victoires avec des chants et des danses, et la vie était rythmée par les saisons et les déplacements des troupeaux. La religion des Huns est mal connue, mais on sait qu'ils pratiquaient le chamanisme, croyant en des esprits et des dieux de la nature. Attila, lui, tenait un pouvoir qui semblait presque sacré. Son charisme et son succès le rendaient invincible aux yeux de son peuple, un chef que les dieux avaient choisi. La cour était aussi un lieu de vie pour les femmes et les enfants. La favorite d'Attila, sa femme principale, se nommait Créca. C'était elle qui régnait sur la maison d'Attila. Tandis qu'Attila s'occupait des affaires de l'État et de la guerre, c'est elle qui gérait la logistique de la cour, les serviteurs et l'éducation des enfants. Elle était une figure de pouvoir en son propre droit, un pilier de la stabilité dans la vie du chef de guerre. Les femmes uniques, contrairement à leurs homologues romaines, étaient souvent des cavalières accomplies et participaient activement à la vie nomade. Alors que les derniers bruits de la journée s'éteignent, laissez-vous bercer par l'image de cette cour nomade. Imaginez la chaleur d'un feu de bois, le rire des enfants au loin et le son apaisant des conversations en plusieurs langues. Loin des batailles et de la destruction, il y avait un cœur, une vie, un peuple qui cherchait simplement à vivre selon ses coutumes et ses traditions. C'est l'image d'un empire qui n'avait pas besoin de murs pour être grand, mais qui reposait sur la force de ses hommes et le charisme de son chef. Le calme de la cour d'Attila nous a permis de voir une facette plus humaine du chef Hun, mais le destin, lui, n'attend pas. La fin d'Attila est aussi mystérieuse et soudaine que son ascension. Après son retour d'Italie, Attila, en 453, se préparait à une nouvelle campagne. Il était au sommet de son pouvoir, le maître d'un empire immense, craint et respecté. C'est à ce moment précis que l'histoire prend un tournant inattendu et fatal. Selon l'historien Priscus, notre seule source fiable de cette période, Attila mourut dans la nuit de ses noces. Sa nouvelle épouse était une jeune femme germanique du nom d'Ildico. Le banquet de mariage, comme on peut l'imaginer, fut extravagant, à la mesure du prestige du chef Hun. La nuit de noces, après avoir bu et festoyé, Attila se coucha et ne se réveilla jamais. Les circonstances de sa mort sont incertaines. Priscus rapporte que ces hommes, après l'avoir cherché en vain le matin, ont forcé la porte de sa chambre et l'ont trouvé sans vie, gisant dans une mare de sang. Le sang, selon l'historien, provenait d'une hémorragie nasale massive. Cette explication, une mort naturelle due à une rupture de vaisseau sanguin pendant son sommeil, est plausible. Attila était un homme qui buvait beaucoup et la tension de ses années de guerre et de commandement aurait pu affaiblir son corps. Cependant, d'autres théories existent, plus dramatiques, qui ont nourri les légendes. L'une d'elles veut que sa jeune épouse, Ildico, l'ait assassiné pour venger son peuple ou sa famille. Cette idée, bien qu'attrayante pour les dramaturges, n'est pas étayée par des preuves concrètes. On pourrait aussi imaginer un complot de ses propres généraux, fatigués de ses campagnes incessantes et de son autorité écrasante. Mais là encore, rien ne vient étayer cette thèse. Le mystère de sa mort a contribué à renforcer l'aura de légende qui l'entourait. Une fois sa mort confirmée, la réaction de son peuple fut à la mesure du personnage. Ils ont coupé leurs cheveux, s'entaillant le visage pour que le sang coule, non pas des larmes, mais du sang, en signe de deuil pour un guerrier. Son corps a été exposé au centre de son campement, puis on lui a donné une sépulture digne d'un roi, ou plutôt d'un empereur.
Selon la légende, le corps d'Attila a été enterré dans 3 cercueils, un de fer, un d'argent et un d'or. Avec lui, on a enterré les plus grands trésors de son empire, pris au fil de ses victoires. Et pour que personne ne puisse trouver sa tombe, les esclaves qui l'avaient enterré ont été tués, et le cours d'une rivière a été détourné pour que le sol soit ensuite inondé, effaçant à jamais toute trace de la sépulture. Cette mort soudaine a eu des conséquences immédiates et désastreuses pour l'Empire Hun. Attila n'avait pas désigné de successeur clair. Ses fils, Dengizish et Elak, se sont affrontés pour le pouvoir, mais aucun n'avait le charisme ou l'autorité de leur père. La coalition de peuples barbares, qui n'était unie que par la peur d'Attila et la promesse de butin, s'est rapidement disloquée. Les Gépides, les Ostrogoths et d'autres tribus se sont rebellés, et les Hun, dispersés, ont été vaincus dans une grande bataille en 454. L'empire d'Attila s'est désintégré aussi rapidement qu'il s'était formé. Le nom Hun s'est effacé de la scène de l'histoire et le peuple s'est assimilé à d'autres tribus, ne laissant que le souvenir d'une puissance fulgurante. Alors que vous vous laissez glisser un peu plus près du sommeil, méditez cette fin soudaine. Un homme qui avait tenu l'Europe en respect est mort dans son sommeil, non pas sur le champ de bataille, mais dans son lit. C'est un rappel que même les plus grands empires et les plus grands guerriers sont fragiles et que leur destin peut basculer en une seule nuit. Le silence qui a suivi la mort d'Attila est le plus grand témoignage de son pouvoir. Tandis que le silence de la nuit nous enveloppe complètement, nous atteignons le point culminant de notre histoire. La mort d'Attila fut un événement historique majeur, mais c'est son héritage, sa place dans la mémoire collective de l'humanité, qui est le plus fascinant. Attila n'a pas laissé derrière lui de grands monuments, ni de villes, ni d'écrits. Son souvenir a été transmis et transformé au fil des siècles, façonnant une figure à la fois historique et mythologique. Dans la tradition romaine, Attila est devenu le fléau de Dieu, Flagellum Dei, une punition divine envoyée pour punir les péchés de l'humanité. Cette image, créée par les clercs et les historiens romains de l'époque, a perduré. Attila était l'incarnation de la barbarie, de la destruction et du chaos, un archétype qui a servi à justifier le déclin de l'Empire romain et à glorifier l'action de l'Église, notamment l'intervention du pape Léon Ier. Cette représentation, bien que biaisée, est celle qui a dominé pendant des siècles, façonnant la perception que nous avons encore de lui aujourd'hui. Mais l'héritage d'Attila est plus complexe que cela. Dans les sagas nordiques et germaniques, il apparaît sous un tout autre jour. Dans la saga des Nibelungen, une épopée germanique médiévale, Attila est appelé Etzel. Il y est dépeint comme un roi puissant, mais aussi juste, un souverain magnanime, époux de Crémilde. Dans ces récits, il n'est pas le monstre sanguinaire, mais une figure de pouvoir respectée, un souverain qui règne sur un empire vaste et riche. Cette dualité de son personnage, qui oscille entre le monstre et le roi, est un rappel de l'importance du contexte et de la perspective dans la narration de l'histoire. Comment une même figure peut-elle être perçue de manière si différente? Cela s'explique par le fait que les Huns ont été à la fois les destructeurs des peuples romains et les créateurs de nouvelles alliances pour les peuples germaniques. Pour les tribus qui s'étaient alliées à lui, Attila était une source de pouvoir, de gloire et de richesse. Son empire, bien qu'éphémère, a permis à de nombreux peuples de s'émanciper de la tutelle romaine et de fonder de nouveaux royaumes. On peut citer l'exemple des Ostrogoths, qui, après la mort d'Attila, ont pu consolider leur pouvoir et fonder un royaume en Italie. L'héritage d'Attila ne se résume pas à sa figure de chef de guerre. Il a eu un impact profond sur la géopolitique de l'Europe. Sa poussée vers l'ouest a été l'un des catalyseurs des grandes migrations, forçant les tribus germaniques à se déplacer et à s'établir à l'intérieur des frontières de l'Empire romain, ce qui a directement conduit à la création de nouveaux royaumes et à la naissance de l'Europe médiévale. Sa pression constante sur les frontières de l'Empire d'Orient a également affaibli Constantinople, la forçant à se concentrer sur sa survie et à délaisser l'Occident. Aujourd'hui, Attila reste une figure d'étude pour les historiens. Il est le symbole d'une époque de transition, d'un monde qui bascule. Il est le dernier grand chef de guerre nomade à avoir défié l'ordre établi,
à avoir fait trembler les fondations d'un empire millénaire. Son nom est synonyme de puissance, mais aussi de destruction. Et il nous rappelle la fragilité des empires et la force de l'ambition humaine. C'est le souvenir d'un homme qui, sans jamais bâtir une seule ville, a laissé une trace indélébile sur l'Europe. Alors que vous vous apprêtez à vous endormir, laissez ces images finales prendre forme dans votre esprit. L'image d'un homme puissant, assis sur son trône de bois, buvant dans une coupe simple, au milieu de l'opulence de sa cour. L'image d'un guerrier qui a su s'imposer par la peur et le respect. Et enfin, l'image d'une légende qui, des siècles après sa mort, continue de nous fasciner et de nous interroger sur la nature du pouvoir, de l'ambition et de l'héritage. Laissez l'histoire d'Attila le Hun vous accompagner dans un sommeil profond et réparateur. Doux rêve.